Comme dans tous les chapitres d'analyse, maintenant que nous avons donné les définitions et les propriétés de l'intégrale des fonctions à valeur réelle, nous allons rapidement traiter le cas des fonctions à valeur complexe. Commençons donc par définir ce qu'est l'intégrale d'une fonction à valeur complexe. Alors, je ne l'ai pas réécrit, mais ici, grand I est à nouveau un intervalle de R. Donc si nous prenons une fonction petit f de I dans C, donc à valeur complexe, nous allons poser petit g la partie réelle de f et petit h la partie imaginaire de f. Donc g et h sont deux fonctions qui vont de I dans R, et de plus f est égal à la fonction g plus I fois h. Comme g et h sont deux fonctions à valeur réelle, si nous supposons qu'elles sont continues par morceaux et que nous prenons deux points a et b dans grand I, alors les intégrales de a à b de g et de a à b de h existent. Et donc par définition, nous allons poser un nouvel objet qui est l'intégrale de f de a à b. Donc pour l'instant, c'est quelque chose que nous ne connaissons pas puisque f est à valeur complexe. Eh bien, nous définissons ce nouvel objet comme étant égal à l'intégrale de g plus I fois l'intégrale de h. Donc cette quantité, c'est notre intégrale de a à b de f, mais nous pouvons utiliser aussi pour elle toutes les notations habituelles, c'est-à-dire intégrale de a à b de f de t dt par exemple. On remarque donc que la partie réelle de l'intégrale de f est égale à l'intégrale de la partie réelle de f, entre a et b. Pareil avec la partie imaginaire. Donc la méthode classique pour calculer l'intégrale d'une fonction à valeur complexe, c'est donc de séparer la partie réelle et la partie imaginaire de cette fonction. Nous avons déjà fait cela à la fin du chapitre sur les fractions rationnelles, et également aussi un petit peu dans le chapitre sur les équations différentielles. Je redonne ici un exemple. Si je veux par exemple intégrer de 0 à 1 la fonction 1 plus it dt, eh bien je vais séparer la partie réelle et la partie imaginaire de l'intégrante, donc de 1 plus 1 sur 1 plus it. Donc cette fonction est égale à 1 moins it sur 1 plus t2. Donc sa partie réelle, c'est 1 sur 1 plus t carré, et sa partie imaginaire, c'est donc moins t sur 1 plus t2. Je sais intégrer la partie réelle de cette fonction, c'est donc l'intégrale de 1 plus t2 entre 0 et 1, donc c'est arctangente de 1 moins arctangente de 0, c'est-à-dire pi sur 4. Et je sais aussi intégrer la partie imaginaire de cette fonction, donc l'intégrale de t dt sur 1 plus t carré. Nous obtenons ici moins 1 demi de logarithme de 1 plus t2, qu'il nous faut évaluer entre 0 et 1. Donc en 0, cette fonction est nulle, et donc en 1, il nous reste moins 1 demi de logarithme de 2. Donc finalement, l'intégrale de 0 à 1 de dt sur 1 plus it, eh bien c'est pi sur 4, moins I fois 1 demi de logarithme de 2. Nous pouvons remarquer que dans le cas d'une intégrale d'une fonction à valeur complexe, la notion d'aire sous la courbe ne veut plus rien dire. Donc nous ne pouvons plus interpréter d'une telle manière l'intégrale d'une fonction à valeur complexe. Remarquons aussi que l'on peut donner la définition suivante. Si f est une fonction de I dans C, on dira qu'elle est continue par morceaux ou de classe C0 ou de classe Cn de manière générale, si et seulement si ces fonctions partie réelle et partie imaginaire sont de classe Cm ou C0 ou Cn de I dans R. Nous pouvons donc maintenant donner le théorème suivant qui va récapituler les propriétés des fonctions réelles qui se généralisent aux fonctions à valeur complexe. Donc comme toujours, tout ce qui ne concerne pas la relation d'ordre se généralise. Dès qu'il s'agit d'utiliser des inégalités, ça peut marcher lorsqu'on transforme les valeurs absolues en modules, mais de manière générale, le résultat ne se généralise pas. Donc ici, en tout cas, ce que nous pouvons dire, c'est que si nous prenons deux fonctions f et g continues par morceaux de I dans C et deux points a et b dans grand I, eh bien, la linéarité et la relation de Chasles sont toujours valables pour les fonctions f et g et de manière générale pour des fonctions à valeur complexe. Par contre, pour les autres propriétés des fonctions à valeur réelle, nous ne pouvons pas généraliser tous les résultats. Nous pouvons généraliser les résultats avec des inégalités qui font apparaître ou utilisent des valeurs absolues. Par exemple, l'inégalité triangulaire se généralise, mais nous allons utiliser des modules. Le module de l'intégrale de a à b
de f est plus petit que l'intégrale de a à b du module de f. Comme f est à valeur complexe, la valeur absolue de f ne veut rien dire, c'est bien le module de f, et l'intégrale de a à b de f est un complexe, donc il faut bien parler de son module. Mais nous allons tout de même avoir ce résultat qui est le même qu'avec des fonctions à valeur réelle. Pareil pour l'inégalité de la moyenne, puisqu'elle repose sur l'inégalité triangulaire, nous pouvons toujours obtenir cette même formule. Par contre, la positivité de l'intégrale ou la croissance de l'intégrale n'ont plus de sens. Si f est complexe, nous ne pouvons pas dire que f est positive, et si f et g sont à valeur complexe, nous ne pouvons pas non plus dire que f est plus grande que g, donc ces deux résultats ne se généralisent pas. Démontrons la linéarité. Pour cela, nous allons utiliser deux fonctions f et g à valeur complexe. Nous les écrivons toutes les deux comme somme de leur partie réelle plus i fois leur partie imaginaire. Donc nous écrivons f sous la forme phi plus i psi et g sous la forme gamma plus i θ. Et enfin, nous prenons un complexe lambda décomposé sous la forme alpha plus i bêta. L'objectif est de montrer que l'intégrale de a à b de f plus lambda g est égale à l'intégrale de f plus lambda fois l'intégrale de g. Donc pour cela, nous allons séparer les parties réelles et imaginaires de la fonction f plus lambda g. Donc f plus lambda g, c'est la partie réelle de f, c'est-à-dire phi, plus alpha fois gamma, moins bêta fois θ. Donc tout cela, c'est la partie réelle. Et si je développe la partie imaginaire, je vais obtenir psi plus alpha θ plus bêta gamma. Donc par définition de l'intégrale d'une fonction complexe, cette intégrale, c'est l'intégrale de la partie réelle, donc l'intégrale de phi plus gamma delta moins bêta θ, plus i fois l'intégrale de a à b de psi plus alpha θ plus bêta gamma. Alors attention, le passage ici de la première ligne à la deuxième, ça ressemble à une linéarité, j'ai l'intégrale d'une somme et je l'écris comme la somme d'une intégrale, mais en fait ça n'est pas la linéarité, c'est bien la définition de l'intégrale d'une fonction à valeur complexe. Nous séparons la partie réelle et la partie imaginaire. Donc pour l'instant, je ne suis pas en train d'utiliser le résultat que je veux démontrer. Par contre maintenant, il se trouve que les deux fonctions qui sont sous les intégrales, ce sont toutes les deux des fonctions de i dans R. Donc, en tant que fonction réelle, je peux leur appliquer la linéarité. Alors, il faut faire attention que dans ces mêmes expressions, alpha et bêta sont des réels. D'accord ? Et par contre, les autres lettres grecques, phi, delta, θ, sont quant à elles des fonctions. Ce sont des fonctions de i dans R. Donc, c'est important pour la linéarité de distinguer qu'est-ce qui est une fonction et qu'est-ce qui est une constante. Donc je vais alléger un petit peu quand même l'écriture. Je ne vais entourer qu'en bleu les constantes, le reste ce sont des fonctions. Donc par linéarité, j'obtiens la chose suivante. La première expression, c'est donc l'intégrale de a à b de phi, plus alpha fois l'intégrale de a à b de gamma, moins bêta fois l'intégrale de a à b de θ. Et puis ensuite, j'ai la partie imaginaire, donc i fois l'intégrale de a à b de psi, plus alpha fois l'intégrale de a à b de θ, plus bêta fois l'intégrale de a à b de gamma. Et je vais maintenant rassembler les termes. Donc je vais rassembler ce terme avec celui-ci. Alors ceci, eh bien ça me donne l'intégrale de a à b de phi plus i psi. Et ça, c'est la fonction f. Donc là, j'ai l'intégrale de a à b de la fonction f. Je vais ensuite rassembler ces deux termes. Ces deux termes, si je les rassemble, j'obtiens alpha plus i bêta fois l'intégrale de a à b de gamma. Et puis enfin, je vais rassembler ces deux termes. Et donc, dans ces deux termes, je vais mettre en facteur l'intégrale de a à b de i θ. Donc ici, j'obtiens alpha plus i bêta fois i fois l'intégrale de a à b de θ. Et pour terminer, je vais rassembler ces deux termes, puisque évidemment, dans ces deux termes, je peux mettre alpha plus i bêta en facteur. Et donc, cette intégrale
alors finalement il me reste l'intégrale de a à b de f, plus pour le terme orange, alpha plus i bêta, fois l'intégrale de a à b, alors je vais mettre des parenthèses, de gamma, plus l'intégrale de a à b, plus i fois l'intégrale de a à b, de θ. Et donc dans la dernière parenthèse, nous reconnaissons par définition l'intégrale de g. Donc j'ai bien terminé mon calcul, j'ai bien obtenu l'intégrale de a à b de f, plus alpha plus i bêta, c'est-à-dire lambda, fois l'intégrale de a à b de g. Donc j'ai bien démontré la linéarité. Je ne vais pas détailler la démonstration de la relation de Schall, la démonstration se base sur le même principe. Il suffit de décomposer la fonction f que nous voulons intégrer comme sa partie réelle plus 6 fois sa partie imaginaire, on sépare les deux intégrales, nous appliquons la relation de Schall pour chacune des deux intégrales qui sont des intégrales réelles, donc nous connaissons la relation de Schall pour ces deux-là, et ensuite on rassemble les choses pour revenir à la fonction complexe de départ. Donc je vous laisse le soin de détailler la démonstration de la relation de Schall. La démonstration de l'inégalité triangulaire est beaucoup plus subtile, il ne s'agit pas ici de revenir à des fonctions réelles. Enfin si, il s'agit de faire cela, mais pas simplement en décomposant f comme sa partie réelle et sa partie imaginaire. Nous allons écrire sous forme trigonométrique l'intégrale de a à b de f. Donc nous allons l'écrire sous la forme r(θ), où en fait r ici est tout simplement le module de cette intégrale et θ sera un argument. Donc nous pouvons bien l'écrire comme le module de cette intégrale fois eiθ, avec ici θ un argument de l'intégrale. Donc modulo 2π. Donc en particulier, nous pouvons écrire que le module de cette intégrale est égal à exponentielle moins iθ fois l'intégrale. Alors nous allons nous intéresser ici à une quantité particulière que nous allons appeler grand G, qui va être la partie réelle de exponentielle iθ fois l'intégrale de a à b de f. Et nous allons donner des propriétés successives de cette quantité grand G. Alors évidemment, dans un premier temps, avec ce que nous venons d'écrire juste au-dessus, grand G, c'est la partie réelle du module de l'intégrale de a à b de f. Et comme le module est un réel, eh bien sa partie réelle, c'est toujours l'intégrale, le module de l'intégrale de a à b de f. Donc ici, nous avons un premier enseignement sur la quantité grand G. D'autre part, grand G, par linéarité, est égal à la partie réelle de l'intégrale de a à b d'exponentielle moins iθ fois f. Exponentielle moins iθ est une constante, nous pouvons par linéarité la rentrer sous le signe intégral. Or, nous avons vu que la partie réelle d'une intégrale complexe est égale à l'intégrale de la partie réelle de cette même fonction complexe. Donc, là encore, nous pouvons faire rentrer la partie réelle sous l'intégrale. Maintenant, sous le signe intégral, nous avons une fonction réelle. Nous savons que cette fonction réelle est nécessairement plus petite que sa valeur absolue, et donc par croissance de l'intégrale réelle, eh bien grand G est plus petite que l'intégrale de la valeur absolue de la partie réelle. Autre inégalité classique, la valeur absolue de la partie réelle d'un complexe est plus petite que le module de ce complexe. Donc à chaque fois que Z est un complexe, la valeur absolue de la partie réelle de Z est plus petite que le module de Z. Donc si nous utilisons ici cette inégalité, nous obtenons une nouvelle inégalité. Grand G est plus petite que le module de la fonction, que l'intégrale du module de la fonction exponentielle iθ fois f. Bien sûr, exponentielle iθ étant de module 1, nous pouvons l'enlever de la valeur absolue, du module, et nous obtenons que G est plus petite que l'intégrale du module de f. Et ça, c'est notre renseignement numéro 2. Quand nous en sommes là, nous avons terminé, puisque avec l'égalité numéro 1 et l'inégalité numéro 2, nous avons la chose suivante. Dans l'inégalité numéro 2, le membre de gauche, c'est G, et nous avons montré dans l'égalité numéro 1 que G était égal au module de l'intégrale de f. Et donc, en mettant ceci dans l'inégalité numéro 2, nous obtenons bien que l'intégrale du module, le module de l'intégrale, est inférieur ou égal à l'intégrale du module. Et c'est bien ça que nous voulions montrer.
Pour le dernier point, la démonstration est beaucoup plus rapide puisqu'elle va utiliser directement le point numéro 2. Nous allons utiliser que le module de l'intégrale de f fois g, directement par inégalité triangulaire que nous venons de démontrer, est inférieur ou égal à l'intégrale du module de f fois le module de g. Mais une fois là, nous avons l'intégrale d'une fonction réelle. Et nous savons que cette fonction ici est inférieure ou égale au sup du module de f sur l'intervalle AB, donc à condition que A soit plus petit que B, sinon ce sera sur le segment BA au lieu de AB, mais ça ne changera pas grand-chose, fois la fonction module de G, puisque la fonction module de G est positive, ce qui permet d'avoir cette inégalité. Donc par croissance de l'intégrale des fonctions réelles, eh bien ici, nous pouvons dire que c'est plus petit que l'intégrale du sup du module de f fois le module de G. Mais le sup du module de f est une constante, donc par linéarité, nous pouvons très bien sortir cette constante de l'intégrale et nous obtenons le résultat voulu. Je finirai par deux petits rappels que je ne redémontre pas car nous avons déjà démontré ces résultats dans le chapitre sur les équations différentielles. Tout d'abord, si lambda est une constante complexe non nulle, eh bien une primitive de la fonction exponentielle de lambda t dt, donc t est la variable d'intégration, si je note x ici, la variable de cette fonction-là, eh bien une primitive en fonction de x, c'est 1 sur lambda exponentielle lambda x. D'accord ? Donc une primitive de la fonction qui a x associe exponentielle lambda x, c'est 1 sur lambda exponentielle de lambda x. Alors je prendrai l'habitude, mais il en existe beaucoup d'autres des habitudes, donc celle-ci n'est pas la seule, de noter donc avec une certaine lettre la variable d'intégration et avec une autre lettre, alors je vais prendre ici une autre couleur, avec une autre lettre la variable de la primitive obtenue. Et cette lettre, nous pouvons l'indiquer en haut du signe intégral, comme si nous intégrions d'une constante jusqu'à x, mais nous ne mentionnons pas la constante. Donc ce symbole est un peu particulier, le symbole qui est là. C'est un peu comme pour un petit o. C'est un symbole que nous appliquons à un objet qui finalement peut prendre plusieurs valeurs. Ceci, c'est une primitive de cette fonction. Or, nous savons qu'il y a une infinité de primitives. Donc, nous n'écrirons pas derrière plus constante. C'est une habitude que l'on rencontre. Parfois, nous pourrions écrire plus constante avec une constante qui est à déterminer. Pour alléger les choses, nous ne l'écrirons pas. Mais si nous décidons de rajouter une constante derrière cette expression, nous obtenons bien sûr une autre primitive qui est tout aussi valable. Et donc sur le même principe, si nous prenons phi, une fonction de i dans ses dérivables, c'est-à-dire que sa partie réelle et sa partie imaginaire sont toutes les deux dérivables, alors une primitive de la fonction phi' de t exponentielle de phi de t dt, une primitive de cette fonction, donc de variable x, c'est la fonction exponentielle de phi de x. Alors, ces résultats, comme je le disais, ont été démontrés dans le chapitre sur les équations différentielles, mais je les rappelle ici car ça fait partie des fonctions d'une forme particulière qui sont très simples à intégrer directement sans avoir besoin de les séparer en parties réelles et parties imaginaires. Voilà, donc c'est tout ce que je voulais dire dans cette vidéo.